Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui, nous allons continuer ensemble notre exploration des donjons. Ça fait quelques vidéos que je fais sur le sujet, que ce soit les liens qu'on peut faire entre le donjon et le style Metroidvania qu'on voit dans les jeux vidéo, les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour concevoir un donjon, même des outils que vous pouvez trouver en ligne pour créer un donjon. Et il y a des éléments que j'ai abordés brièvement dans chacune de ces vidéos-là qui viennent rejoindre ensemble un fil rouge sur un seul thème bien précis, et c'est un peu le thème de cette vidéo-ci, l'histoire du donjon. Parce que oui, le donjon, c'est un lieu dans lequel on peut tuer, piller et trucider, et j'ai l'impression parfois qu'il y a un peu une mauvaise réputation à ce propos, comme quoi le donjon, qu'on dit faire du dungeon crawl, c'est surtout justement de l'exploration de pièces humides dans lesquelles on va accomplir des hauts faits et combattre des monstres. Alors que ça peut être beaucoup plus que ça, sans pour autant perdre l'idée qu'on est dans un donjon et qu'on l'explore. Parce que les donjons, c'est des lieux complexes dans lesquels les environnements peuvent avoir une très belle interaction avec les personnages. Et c'est un peu là-dessus qu'on va mettre l'emphase lors de cette vidéo-ci. Mais vous allez voir, ça peut peut-être partir un peu dans tous les sens à certains moments parce que je suis vraiment tombé un peu dans un rabbit hole d'informations concernant différentes méthodes pour mettre l'emphase sur l'histoire du donjon en soi. Et j'ai trouvé ça super intéressant, mais ça m'a comme un peu trop stimulé. Puis là, je me suis pris plein de notes, puis ça se peut que ça parte de temps en temps dans tous les sens et tous les bords. Donc, je m'excuse d'avance. Et également, si jamais vous avez l'occasion, je vous conseille d'écouter cette vidéo-là avec le visuel. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous présenter à l'écran afin que vous puissiez bien comprendre ce dont je parle, même si je crois que vous pouvez tout de même l'écouter uniquement en audio et vous laisser bercer par ma voix que je tente tant bien que mal de garder un bon rythme. Donc ainsi, l'histoire du donjon. Mais on va mettre quelque chose au clair avant de commencer. Un donjon, ça peut être bien des choses. Un donjon, c'est un lieu fermé à explorer, composé de plusieurs salles. Si on dit ça d'une seule phrase, là, ça peut être une caverne, comme ça peut être un château hanté. Mais il met quand même l'emphase sur le pilier que je préfère, dans le classique D&D-esque, on va dire, le pilier de l'exploration. Et dans l'exploration, on apprend des choses. Dans l'exploration, on apprend l'histoire du donjon. Et on débute avec le simple fait que le donjon n'est pas nécessairement un lieu dans lequel il y aura une foule de personnages non joueurs avec lesquels les gens vont pouvoir interagir. On ne peut pas nécessairement apprendre l'information via uniquement des rencontres sociales et des échanges, bien que ça pourrait le faire. Et absolument, on s'entend. Je dis des faits, plutôt je dis des éléments qui peuvent être réfutés par de nombreux exemples, mais malgré tout, il y a quand même certaines tangentes, comme quoi un donjon, c'est pas nécessairement un bal de soirée. Il y a des possibles rencontres, mais ce n'est pas uniquement du social, sinon ça ne serait pas un donjon, ça serait une ville. Et on doit pouvoir explorer en fait l'histoire des lieux via l'interactivité de l'environnement. Donc, comment est-ce que le donjon peut être interactif? Il doit pouvoir développer une saveur, devenir un personnage à part entière dans le déroulement de l'aventure, et il y a des choses que les personnages peuvent ainsi apprendre tout le long de l'aventure via les indices que le donjon va laisser derrière lui, via les ruines qu'il va laisser également devant lui lorsque les personnages vont arriver dans une salle et qu'ils vont découvrir des choses. Il y a différents petits outils qui permettent ainsi de mettre l'emphase sur l'information pertinente sur l'histoire du donjon sans nécessairement passer par un personnage qui vous dit « Ah oui, bonjour, vous êtes dans le donjon de M. Globluc, et dans le donjon de M. Globluc, il y a tel monstre, tel monstre, tel monstre. » Pas nécessairement ça, mais vous comprenez l'idée, je pense. Pour faire des comparaisons justes et pour vous présenter des exemples concrets, je vais utiliser un donjon qui existe, qui a déjà été publié et qui est accessible gratuitement sur Internet. Il s'agit en anglais, il se nomme en anglais, je suis sûr que je ne me trompe pas, Temple of the Bat Serpent. Donc je l'ai traduit en français par le Temple de la Chauve-souris Serpent. Écrit par M. Nate Dream, qui est un auteur OSR quand même bien connu dans le milieu indépendant. Et le synopsis, en fait, du donjon commence comme ceci. Il y a de nombreuses années, les moines ont mystérieusement abandonné leur monastère sur le mont Desmodus pour ne jamais être revus. Les légendes locales racontent des histoires d'explorateurs imprudents qui ont disparu après s'être aventurés aussi loin sur la montagne. Des personnages
ou plutôt des personnes, ça c'est ma traduction dégueulasse, qui ont erré trop près de l'entrée en pierre du monastère, ont affirmé avoir vu quelque chose les fixer depuis le gouffre noir de la porte. Il est certain que des choses étranges rôdent dans les ombres sombres du mont Desmodus. Et en utilisant ce donjon, on va tenter d'explorer ensemble les différentes façons qu'on peut mettre en pratique pour concevoir et exploiter l'histoire d'un donjon. Il y a des choses que les personnages peuvent savoir en début de partie et il y a des choses qui doivent être découvertes durant l'aventure même. Déjà, avec la prémisse du donjon, qu'est-ce qu'on peut savoir? C'est quoi les éléments sur lesquels on peut avoir des réponses? Qui est le créateur de l'endroit? Des moines. Comment il fut créé? Eh bien, c'était un monastère et maintenant il est abandonné. C'est pourquoi c'est un donjon, parce qu'il n'y a plus personne normalement dedans. Quel est son but? Là, ça, on ne le sait pas encore, parce que son but initial n'est plus vraiment à propos. Et y a-t-il une histoire à raconter en le traversant? Et là, on rentre dans le croquant, parce que ça reste à découvrir. Première chose qu'on peut mettre en pratique, les rumeurs accessibles avant même le début du donjon. Déjà, c'est possiblement un des aspects que j'aime le plus, que j'apprécie énormément dans un début de partie, dans un début de donjon, parce qu'il y a beaucoup de modules qui vont utiliser en fait cette technique-là. C'est les rumeurs. On connaît déjà la prémisse que je viens de vous lire, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Ainsi, il y a le moulin des rumeurs qui peut se laisser aller pour présenter des idées de grandeur aux personnages, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne le sait pas. Mais ça permet de vraiment mettre de la chair autour de l'os via des informations sociales avant le début de l'exploration des lieux. Et ça, c'est souvent dans un module, ça va se présenter via une table aléatoire, par exemple, que les personnages vont pouvoir lancer en début de partie et ils vont recevoir des informations qui peuvent être vraies, qui peuvent être fausses et qui concernent en soi l'endroit. Et ces informations-là, ils vont les garder en tête parce que ça demeure que c'est quelque chose qui se sont fait dire, c'est quelque chose qui a été vraiment mentionné, mais ça reste à vérifier. Une fois passées les rumeurs, en début de partie, une fois que les personnages ont vraiment pris le temps de découvrir en fait la prémisse de l'aventure, ils ont discuté avec des villageois qui habitaient peut-être à l'entrée du donjon, ils ont échangé avec des personnes qui habitent dans le village voisin, juste à côté de la fameuse caverne. Ils savent que maintenant, il y avait des prêtres là avant, il n'y en a plus, le mont Desmodus, etc. Eh bien, une fois qu'ils rentrent dans le donjon, ils ne peuvent plus avoir accès à cette information-là dite explicite. Ils ne peuvent plus échanger directement avec quelqu'un qui va pouvoir leur partager de l'information sur l'histoire du donjon. Il doit avoir ainsi une autre manière d'apprendre l'histoire du donjon, outre que justement l'échange verbal, ou du moins la connaissance innée. Et là, ici, il y a une technique que je vais dire juste une fois en anglais parce que j'ai beaucoup de la difficulté à dire ce mot-là pour une raison qui m'échappe. Je m'étais déjà pratiqué avant, ça allait très bien, mais là, j'ai de la difficulté. En anglais, on va appeler ça de environmental storytelling. Donc, en français, on pourrait traduire ça par l'environnement narratif. Et c'est le cœur du sujet que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo-là. Comment découvrir via l'exploration l'histoire d'un lieu avant les échanges verbaux et les discussions. L'environnement narratif, qu'on pourrait trouver comme synonyme l'art de raconter avec l'environnement, c'est l'art d'agencer une sélection soignée de détails dans un jeu de manière à ce qu'il suggère une histoire aux joueurs qui les observent. Et c'est moins direct. Au lieu de décrire explicitement des événements, au lieu de décrire explicitement un échange que le joueur, que le personnage a avec un personnage non-joueur, l'art, en fait, l'environnement narratif, montre le résultat final d'une séquence d'événements, donc des ruines, les résultats de ces ruines-là, pourquoi est-ce qu'il y a des ruines, il y a peut-être des détails qui peuvent laisser sous-entendre l'explication de la présence de ces ruines-là, et les personnages font en quelque sorte, vont imaginer leur propre histoire sur ce qui a pu provoquer ce résultat-là. Et parfois, ils peuvent avoir des réponses finales, mais parfois non. C'est une manière de raconter des histoires qui est un peu plus collaborative. Alors qu'au lieu de vous faire donner directement l'information, vous devez développer en quelque sorte vos propres hypothèses, vos propres conclusions. On s'entend, de façon générale dans une partie, il existe plusieurs façons de raconter des histoires et ces différentes méthodes peuvent être assez explicites ou implicites. Et on est assez habitué à l'approche explicite. On peut penser à un personnage non-joueur qui va justement directement raconter l'information essentielle à la bonne compréhension en fait, de l'histoire en cours.
ça peut être également des livres, des notes, des écrits que les personnages vont découvrir et qui vont raconter des événements intéressants et importants qui entourent un peu l'endroit dans lequel les personnages se trouvent. Mais lorsqu'on explore un donjon, la méthode justement explicite fonctionne pas tout le temps. Oui, c'est possible de dénicher ici et là des vieux livres décrépits ou même de croiser des personnages avec lesquels on peut interagir, mais le plus souvent du temps, l'information implicite est continuellement présentée aux personnages. L'art de raconter avec l'environnement permet ainsi l'accès à des informations, disons, un peu par la bande. Le tout est moins direct. À la base, l'environnement narratif, ça vient du monde du jeu vidéo. Si vous avez déjà joué à des franchises comme Fallout ou BioShock, vous devez savoir un peu de quoi je parle. Des franchises qui ont, oui, une esthétique quand même bien à elles, mais qui mettent aussi beaucoup l'emphase sur l'exploration. Et si vous avez déjà joué à Fallout, vous allez comprendre l'exemple suivant. Ça va arriver souvent dans un jeu de Fallout que vous allez tomber en fait sur un squelette qui va se trouver dans une position un peu loufoque, un peu drôle, qui laisse sous-entendre une situation dans laquelle se trouvait le squelette lorsqu'il était vivant. Mais cette situation-là n'est jamais explicitement dite. C'est jamais vraiment exprimé, expliqué. C'est jamais où on va vraiment le comprendre de façon claire et définitive, faisant en sorte que vous devez quand même vous faire vos hypothèses sur qu'est-ce qui a pu faire en sorte que le squelette en soit arrivé à cette situation présente. Et c'est un peu ça, en fait, l'art, en fait, l'environnement narratif. Mais ce qui est beau, c'est que dans le monde du jeu de rôle, eh bien, on est moins cadré et limité dans les possibilités. On a plus la capacité d'affirmer aux personnages que leurs déductions sont logiques et fort probablement véridiques. Alors que dans le jeu vidéo, on ne peut pas interagir directement avec le personnage pour lui dire « Ah oui, c'est vrai ce que tu dis » ou « C'est faux ce que tu dis ». Vous avez votre hypothèse et ça se peut que vous ne sachiez pas réellement ce qui s'est passé et ça se peut aussi qu'il n'y ait juste pas de réponse à cette question-là. Mais dans le jeu de rôle, si vous avez déjà écouté une de mes parties, vous m'avez déjà probablement entendu dire « Peut-être, ça semble ». J'utilise ça vraiment beaucoup, ce terme-là. Ça semble possible ou ça semble réaliste. C'est possible, ça se peut. Ah, ça aurait du sens. Je ne vais pas nécessairement tout donner cuit en haut. Tout donner cuit dans le bec, c'est pas ça l'expression. Tout donner cuit dans le bec, non, c'est pas ça pendant toute l'expression. Je ne vais pas nécessairement donner les réponses tout cuit dans le bec, c'est ça l'expression. Et directement au personnage, mais ils vont quand même comprendre qu'ils sont dans la bonne direction et qu'ils sont proches de la vérité. On va aller avec un exemple concret, justement, avec le fameux temple de la chauve-souris-serpent. La première salle à découvrir dans le fameux temple, c'est écrit ainsi. Il y a une forte odeur de fermentation. Il y a une statue d'un saint, dont les yeux ont été grossièrement taillés. Elle se dresse au milieu d'une piscine, peu remplie d'un liquide de couleur ambre. Des centaines d'yeux arrachés à toutes sortes de créatures recouvrent le fond de la piscine. Si un personnage joueur, mais ça c'est pour le maître de jeu, mais on va le dire quand même, si un personnage joueur boit l'alcool qui se trouve dans le fond de la piscine, il doit réussir un jet de constitution sous peine de subir 2d4 de dégâts de poison, mais il obtient un bonus de +1 au jet de perception pendant 2d6 prochains tours. Sans aucun jet, sans connaître le fin fond de l'histoire, on peut conclure que 1. La statue d'un saint, dont les yeux ont été creusés. Il y avait des yeux, et ils ont été par la suite creusés. Ça, c'est une information qu'on a directe, mais ça reste que c'est une description de l'environnement. Il y a donc 2 périodes dans l'endroit dans lequel les personnages se trouvent. Il y a une période durant lequel le temple existait, durant lequel il y avait des moines qui vivaient là, et il y a après, une période durant laquelle les yeux du saint ont été tailladés. On comprend qu'il y a un passage du temps, une transition entre 2 groupes en quelque sorte. Les yeux du saint sont tailladés. Plus, il y a des centaines de yeux arrachés dans le fond de la piscine. On comprend un peu qu'il y a un thème sur la vue qui est en cours de l'intrigue. Il y a quelque chose en lien avec les yeux. Et finalement, d'un côté méta que j'aime bien, d'un côté méta qui permet aux personnages et aux joueurs de réfléchir parce que les répercussions des lieux ont une instance, oui, sur la santé des personnages, mais il peut être empoisonné. Mais il y a quand même une influence mécanique. Les personnages vont gagner un bonus de +1 au jet de perception pendant 2d6 tours. Il y a définitivement quelque chose de magique ici, quelque chose d'impie qui peut offrir un pouvoir à ceux qui arrachent des yeux. Qui boirait vraiment l'eau de la piscine? Probablement personne, mais c'est pas grave. Le plus important est compris.
Et on peut comprendre encore plus si on est juste un petit peu plus curieux, puis qu'on est juste un petit peu plus tenté de boire l'eau de la piscine et de subir des contre-coups possibles. Mais en même temps, jamais que dans une partie, le personnage va se dire « Ah, je vais aller boire de l'eau de cette piscine, cette eau remplie de yeux arrachés. » Mais si jamais ça arrive, il y a quand même quelque chose qui peut arriver et qui peut donner de l'information implicite de plus. Et tout ça, ça n'a pas pris plus de temps que ça. C'est sûr que les personnages peuvent poser des questions, ils peuvent demander des détails supplémentaires et c'est à vous d'offrir du carburant jusqu'à atteindre un certain point de saturation, à un moment où il n'y aurait plus rien à découvrir dans la pièce. Et sentez-vous à l'aise de le mentionner afin de ne pas perdre nécessairement plus de temps. Sentez-vous à l'aise de dire « Ok gang, ça suffit, il n'y a plus rien à trouver, là, vous avez vraiment le nécessaire. » Il faut cependant quand même, il faut être réaliste, ok? À moins de vraiment vouloir y aller avec une formule 100% collaborative entre le meneur de jeu et les personnes autour de la table, on ne peut pas faire uniquement que de l'environnement narratif. Il faut au minimum combiner le tout avec une méthode de partage d'informations un peu plus directe. Et en reprenant l'exemple du temple de la chauve-souris, l'introduction qui a été dite au début de l'aventure, l'introduction que je vous ai lue et qui est quand même assez accessible à tout le monde en partant, est quelque chose un peu qu'on pourrait un peu développer à la façon d'un texte qui se déroule au début d'un film de Star Wars. L'information qui est connue au tout début de la partie afin de ne pas faire perdre de temps. C'est parfait pour un one-shot. Oui, parce que c'est là. L'information, elle est là et tout le monde y a accès. Ah oui, le fameux temple, Papaplou, Palpatine est revenu entre les morts et va vouloir se venger contre la menace rebelle, etc. On est tous un peu au même pied d'égalité au niveau de l'information et c'est parfait pour un one-shot. Mais aussi, on se retrouve dans une campagne. C'est possible quand même de trouver l'information que je viens de vous décrire, l'information d'introduction, en visitant, par exemple, justement le village voisin. C'est facile de transposer l'encadré que j'ai lu à une façon pour que l'information soit partagée par un péquinot des environs. Et ça, c'est l'information explicite en début de partie avant de tomber dans l'implicite. Et en combinaison, justement, avec l'information implicite et un récit plus direct, c'est une merveilleuse manière d'approfondir l'immersion des personnages et des joueurs et des joueuses, bien entendu. Les joueurs peuvent se voir expliquer directement ce qui s'est passé, pourquoi, et de percevoir les conséquences de ces événements décrits ailleurs de façon implicite. L'exemple de la statue du saint avec les yeux tailladés, c'est parfait pour ça. On a eu de l'information verbale, comme quoi il y avait des moines auparavant dans un temple. On avait eu cette information-là. Ils sont partis. Ce sont eux qui ont érigé la statue. On le comprend. Mais il n'y a personne qui nous a dit qu'il allait avoir une statue là. Mais on comprend quand même que c'est des moines, parce qu'on a eu cette information-là. L'information implicite, c'est plutôt l'état dans lequel se trouve la statue en ce moment. Et savez-vous ce qui est le plus cool là-dedans? C'est que bien que oui, il y a des cultistes, des adeptes de culte présents dans l'aventure, on ne sait pas encore grand-chose des événements qui se sont déroulés dans la pièce. Les personnages vont ainsi s'immerger davantage dans le monde du jeu via l'information explicite, mais ils vont également se sentir investis dans le déroulement de l'aventure en partageant des hypothèses à des questions qui demeurent a priori sans réponse via ce qui se trouve autour d'eux. Ils vont donner un sens à des éléments qui n'ont pas encore nécessairement été expliqués. Et ça vaut de l'or en barre pour le maître de jeu. Est-ce que je vous ai pas trop perdu, là? En gros, et pour un petit résumé, là, information explicite, ce que les personnages se font dire au début d'une partie, par des gens, par un texte peut-être même, par justement l'introduction qui défile dans un one-shot, et ensuite l'information implicite, ce qu'ils vont découvrir et ce qu'ils vont pouvoir relier avec l'information explicite durant l'exploration du donjon. Et ensemble, ces deux sources d'informations-là se complètent et une d'entre elles permet aux joueurs de continuer à se faire des hypothèses sans vraiment connaître l'ensemble de l'histoire. On va dire ça comme ça. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre l'emphase sur l'implicite? C'est beau la théorie, c'est beau la vision, c'est dans l'ensemble, mais en concret, là, comment est-ce qu'on peut décrire, développer en partie? Disons que c'est possible de mettre l'emphase sur certains points spécifiques et sur lesquels on peut se préparer en amont. Certains détails qui vont être utilisés de façon implicite tout le long du donjon. Il y a 3 grands points qui peuvent eux-mêmes se diviser en plus petits points, mais il y a 3 grands points sur lesquels on peut travailler afin de donner de l'information implicite. Il y a la structure, les composants et finalement les monstres. Et là, on s'entend, on reste dans l'implicite. Donc, pas d'échange verbal, pas de livre qu'on trouve, vraiment juste qu'est-ce que les personnages peuvent voir, sentir, bref, leur sens
aux aguets et qui peuvent interpréter ou peut-être même concevoir des hypothèses. Le premier grand point, la structure, c'est l'enveloppe du donjon, de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. L'endroit où il se trouve, son emplacement, mais également aussi son design extérieur et intérieur. Qu'est-ce que c'est? Sur quoi est-ce qu'on se retrouve? Qu'est-ce qui nous fait face? C'est quoi? Le lieu dans lequel on se trouve? De quoi est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il est naturel ou non? Est-ce que c'est une construction ou non? Est-ce que c'est un mélange des deux? Tout ça peut nous donner des informations intéressantes sur l'endroit. Et là, on va toujours reprendre un peu l'exemple, mon exemple du fameux temple de la chauve-souris serpent. Ce donjon-là peut se diviser en 3 structures, 3 types de structures qui vont raconter les 3 des informations différentes juste en les explorant. Il y a le temple. Le temple, c'est un peu, c'est à l'image de la première salle, en fait, que j'ai décrit tout à l'heure avec le saint qui a les yeux tailladés. C'est un lieu qui est désacralisé. C'est un endroit qui a été saccagé, transformé. Et les personnages, à mesure qu'ils explorent, en fait, les différentes zones du temple, les informations qu'il en ressortent de ce qu'ils peuvent voir, ressentir, c'est un endroit qui a été utilisé d'une certaine manière et qui aujourd'hui a été abandonné et utilisé d'une autre façon. Il y a ensuite les salles secrètes. Les salles secrètes, c'est la deuxième partie du donjon. Après le temple, c'est un lieu que peut-être les habitants de base, les moines qui habitaient le donjon, ne connaissaient pas. Et c'est décrit comme un endroit froid, naturel et sombre. Donc un mélange de cavernes qui a été travaillé, mais aussi de cavernes naturelles. Donc il y a quand même un lieu naturel là, qui existe et qui peut être l'habitat de créatures ou de monstres qui ont éventuellement déferlé sur le temple ou dans le temple même. Et dernier endroit, la caverne. Dernière zone, si on veut, du donjon, c'est la caverne. C'est une grande caverne qui sent comme une niche de chien sale, c'est décrit comme ça, et qui possède de nombreuses stalagmites et stalactites. Et ça, c'est un endroit naturel. Et là, il y a un détail, par contre, que je trouve intéressant, sur lequel je veux m'arrêter, qui n'est pas vraiment important directement à l'information, le thème, si on veut, de cette vidéo, mais je voulais seulement le mentionner parce que je trouve que c'est très cool de la part de Nate Treem, lui qui a fait l'auteur du donjon. Pour ceux et celles qui peuvent voir à l'image, je fais apparaître en fait une image de la carte du donjon. Et vous voyez que selon la zone dans laquelle on se trouve, que ce soit le temple, les espèces de salles secrètes ou la caverne, le fond en fait du sol, comment est-ce qu'il est illustré un peu à la pixel, là, c'est un peu comme un peu un effet de vieille carte d'ordinateur, là. Eh bien, le fond n'est pas fait de la même texture, c'est pas les mêmes images. Les fonds du temple, c'est des petits carrés. Les fonds des salles secrètes, c'est des petits points. Et dans la dernière caverne, on peut voir des petits triangles qui représentent les stalactites et les stalagmites. Et juste ça, c'est un petit détail que je trouve quand même assez cool, juste pour représenter en fait les différentes zones et sections du temple, même si c'est pas directement important parce que c'est plus pour le maître de jeu, je trouvais ça quand même brillant. C'est comme rapide à comprendre et si on veut, à expliquer par la suite. Ensuite, après la structure, l'endroit, vraiment le design extérieur et intérieur, deuxième grand point, les composantes, les matériaux et les objets laissés derrière. Ça peut sembler cocasse, voire même inutile au premier coup d'œil de s'attarder sur les matériaux même qui constituent le donjon. Mais rappelez-vous qu'on est dans l'information implicite. Il faut y aller avec des informations subtiles qui peuvent ou non faire illuminer des réflexions. Ça se peut aussi que les personnages font « bon, regarde, on s'en fout. » Ça se peut que ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête, ou je dirais, c'est quoi 10 pieds en mètres? J'essaie de faire des conversions pour que les gens qui nous écoutent en France, ça soit plus clair, mais c'est pas plus grave. 10 pieds, ou on va dire 8 mètres, je vais dire ça comme ça, par-dessus la tête. Mais par contre, ça pourrait intéresser d'autres personnes. De quoi sont faits les murs? De quoi est fait le sol? Une partie du donjon, est-ce qu'il est construit avec de la pierre lissée, tandis que le reste plus en format cavernicole? C'est vraiment une forme de caverne. En choisissant les matériaux avec lesquels le donjon est construit, on peut créer des informations implicites qui vont peut-être intéresser les personnages, et les joueurs et les joueuses surtout. Toujours dans les composants, il y a la décoration et l'art qui sont d'autres éléments sur lesquels vous pouvez mettre l'emphase si vous souhaitez offrir de l'information implicite aux personnages. Et donc aux joueurs et aux joueuses, on s'entend. Et quand on parle de décoration et d'art, ça peut être beaucoup de choses et ça peut laisser sous-entendre la présence de personnes intelligentes dans l'endroit dans lequel les personnages se trouvent. Ça peut laisser sous-entendre la présence de trésors ou même autre chose. Et là, bien sûr, il n'y a pas juste ça, il y a aussi tout le reste. Mais c'est des petits détails comme ça qui peuvent offrir la possibilité
aux joueurs, aux joueuses de se faire des hypothèses dans leur tête. Et si on reprend par exemple notre fameux temple de la chauve-souris serpent, on parle au début qu'il y avait un saint qui a été saboté, qui a été comme les yeux gravés. Et plus loin, dans le jeu, dans le temple, dans le donjon, on trouve dans la 3e salle, qui se nomme le sanctuaire sans yeux, il y a une grande statue de chauve-souris avec une écriture en dessous. Le Seigneur de la lumière perdu regardera à nouveau le soleil levant. Et là, ça c'est vraiment intéressant parce qu'à la fois, on a une information implicite, ce qui nous entoure, la salle dans laquelle on se trouve, il fait sombre, il y a une statue de chauve-souris, mais il y a aussi une information explicite, ce qui est écrit en dessous de la statue. Dans la pièce, il y a 4 alcôves qui abritent des idoles démoniaques de chauve-souris grossièrement sculptées, placées au hasard sur des piédestaux. Elles sont tous orientées vers l'ouest. Si les 4 idoles sont tournées pour faire face à l'est, il y a un mur illusoire derrière la grande statue de chauve-souris qui va se dissoudre et révéler un trou avec une échelle qui permet de descendre dans un système de grottes. Et ça, c'est malade, parce qu'on a eu tout ensemble. On a eu un peu l'utilisation de la pièce dans laquelle on se trouve, la consistance de la pièce. Ça ressemble, on est encore dans le temple, mais il y a quelque chose qui cloche. Il y avait au début, complètement, il y avait la fameuse statue avec les yeux tailladés. C'est bizarre. On continue à avancer. Oh, il y a des espèces de petites statuettes sculptées dégueulasses de chauves-souris démoniaques. Et en plus de ça, on a une information explicite qui nous est dite en fait sur une petite, on va dire sur une grande statue de chauve-souris, sur une petite plaque. Et là, on a tout à notre portée pour se faire des hypothèses encore et même avoir un challenge, un petit puzzle qui nous laisse comprendre qu'il y a possiblement quelque chose de plus dans cette pièce si on tourne toutes les statues vers la direction où le soleil se lève. Et finalement, après la structure, donc l'endroit, le design, le lieu dans lequel on se trouve, plus les composants, ce qu'on va y trouver à l'intérieur, le 3e point, c'était les monstres. On n'est pas là pour ramasser des champignons. Il y a des dangers, il y a des créatures, et les monstres et les ennemis que les personnages vont rencontrer peuvent raconter une histoire même s'ils ne l'expliquent pas directement au personnage. Et on va reprendre notre exemple du fameux temple. Plusieurs fois dans l'aventure, les personnages peuvent rencontrer, croiser la route de créatures qu'on a nommées les chauves-souris du néant. Des créatures dangereuses et non naturelles. Ils peuvent croiser aussi des adeptes du culte qui ont des yeux arrachés. Ils n'ont plus d'yeux, mais ils réussissent tout de même à percevoir comme si de rien n'était. Et en ce faisant, il y a un lien avec l'aspect décoration des lieux, des statues d'idoles, de divinités chauves-souriesques, serpents, plus des cultistes qui ont plus de yeux, plus des monstres inhabituels. Eh bien, on peut comprendre assez rapidement que plus on avance dans le donjon, plus il y a de risques qu'on se frotte à une grande divinité chauve-souriesque, surtout en plus qu'ils en font mention dans l'information explicite qu'on a reçue plus tôt dans le donjon. Le Seigneur de la lumière perdu regardera à nouveau le soleil levant. Donc tout ça, ensemble, avec les créatures, on a des informations implicites et explicites. Voilà la structure, les composants et les monstres. Des informations implicites qui permettent justement d'encourager en quelque sorte l'environnement narratif, mais il y a aussi également eu de l'information explicite qui a été donnée soit au début même du donjon, lorsque les personnages ont rencontré les villageois à l'entrée du donjon, ou peut-être même à l'intérieur du donjon, s'ils ont eu l'occasion d'échanger ou de discuter avec des cultistes qui peuvent avoir certaines informations, mais qui n'ont pas non plus réponse à toutes les questions. 3 points importants, structure, composant, monstre, pour raconter une histoire de façon plus subtile, mettant l'emphase sur la déduction des personnages pour comprendre l'endroit dans lequel ils se trouvent. Et ce qui est magique vraiment avec l'environnement narratif, l'environmental storytelling, si je pourrais le dire avec mon horrible accent, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un certain niveau de curiosité et de raisonnement déductif de la part des joueurs et des joueuses pour faire relier ensemble les indices et ainsi avoir en quelque sorte une image globale, générale de l'histoire en cours et de voir un peu toute la richesse que l'histoire propose. Et ça, c'est exactement l'élément central à l'exploration de donjons, selon moi, c'est la curiosité. La curiosité de vouloir pousser plus, de vouloir creuser plus en profondeur, de vouloir se faire des hypothèses et d'avoir le goût de continuer à avancer afin de faire relier les points, de faire relier les questions ensemble pour éventuellement peut-être avoir des réponses, même si celles-ci ne seront pas dites de façon verbale,
il y a quand même des réponses qui se partagent. Il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet, mais je dois m'arrêter ici parce qu'on s'entend, ça commence à faire une sacrée vidéo, là. Je vais peut-être éventuellement revenir sur le point de l'environnement narratif, mais je voulais quand même vous partager un peu ma réflexion sur la chose. Je trouve ça super intéressant, je trouve ça vraiment stimulant de pouvoir utiliser justement 3 éléments, donc la structure de l'endroit, son design extérieur-intérieur, ses composants, les objets qui se trouvent à l'intérieur, plus les monstres, afin de maximiser la possibilité de partager de l'information implicite que les personnages, et donc joueurs et joueuses, vont interpréter, se faire une idée. Ils ne vont peut-être pas avoir la réponse à tous les mystères entourant le donjon, mais les hypothèses qui vont se faire peuvent créer du jeu, peuvent créer le goût en fait de continuer à explorer. Et pour moi, c'est le plus important. C'est de maintenir cette envie-là de jouer, d'explorer les donjons et de juste s'amuser. Donc, hey! C'est pas plus compliqué que ça, mais en fait, c'est quand même un peu plus complexe que d'habitude, je trouve, mais ça reste quand même le fun, je pense. Je serais curieux de savoir votre avis sur la chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup, l'environnement narratif, mais aussi également les formations implicites, ou vous êtes plus du genre à vouloir juste donner de l'info et que ce soit des faits établis? Je vous encourage fortement à liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas fait, bien entendu, un petit abonnement, c'est toujours le fun, on apprécie énormément. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.